Bonjour, Dr Sarah Cohen. Nous sommes ensemble sur le plateau de Cordiam TV au 25e Journée européenne de la Société française de cardiologie. Et ce matin, nous avons eu le plaisir d'assister à une de vos présentations sur les cardiopathies, les porteuses de cardiopathie congénitale et la grossesse. Vous êtes cardiologue, donc spécialisé dans le domaine des cardiopathies congénitales ayant atteint l'âge adulte. Et la première question qu'on peut se poser, c'est comment se pose le problème du point de vue épidémiologique aujourd'hui? Est-ce qu'il fallait en parler? Alors je pense qu'effectivement c'est important de repositionner le problème et la problématique actuelle. On va dire qu'en Europe, il y a à peu près 500 millions d'habitants, 100 millions de femmes en âge de procréer et environ 5 millions de naissances vivantes. Parmi ces 5 millions de naissances, 1% des femmes qui sont enceintes ont une cardiopathie ou ont un problème cardiaque pendant la grossesse. Donc c'est vraiment un problème qui existe véritablement. Après, pourquoi cardiopathie congénitale? Eh bien parce que grâce au progrès de la cardiologie pédiatrique, de la chirurgie cardiaque pédiatrique dans les dernières années, on arrive désormais à faire venir jusqu'à l'âge adulte des patients pédiatriques qui avant malheureusement ne survivaient pas à l'âge adulte. Donc on voit apparaître une population de femmes qui ont des cardiopathies congénitales, qui sont adultes et qui sont en âge de procréer. Et puis aussi, grâce au progrès de la chirurgie, on amène à l'âge adulte des patientes qui ont des cardiopathies de plus en plus complexes. Et on sait, nous qui nous occupons des patientes avec cardiopathie congénitale, que la grossesse est la première cause d'hospitalisation pour les premières causes non cardiaques pour les patients atteints de cardiopathie congénitale, qu'il y a une mortalité notable qui existe et aussi que finalement, quand on reprend à l'heure actuelle en Europe et en Amérique du Nord, les problèmes, les cardiopathies qui sont rencontrées chez les femmes enceintes, c'est, on va dire, pour 2/3 des cas, des cardiopathies congénitales. C'est évidemment pas vrai dans les pays qui sont encore, qu'on appelle en voie de développement, en Afrique, où c'est encore le rhumatisme articulaire qui touche les femmes en âge de procréer. Mais dans nos pays, les femmes enceintes qui ont des cardiopathies, pour 2/3 d'entre elles, ce sont des cardiopathies congénitales adultes. Apparemment, donc, tout ne se passe pas toujours très bien, mais tout ne se passe pas toujours très mal. Est-ce qu'il y a quand même différents degrés dans le risque encouru pour ces femmes? C'est probablement à graduer, mais globalement, ça va de quoi à quoi? Alors, ces femmes, les 1% des grossesses vont se compliquer. Elles peuvent se compliquer de décès. Ça peut aller jusqu'au décès, donc une femme jeune qui porte un enfant peut mourir au cours de la grossesse du fait de sa cardiopathie. Ça peut être de l'insuffisance cardiaque, ça peut être des troubles du rythme, surtout si elle en a eu auparavant. Ça peut être des dissections de l'aorte, notamment chez les patientes qui ont des aortes fragiles. On sait aussi que ces patientes-là ont une durée d'hospitalisation, une durée de séjour hospitalier plus importante. Ça peut être plus de risque thromboembolique, même si on sait que la grossesse augmente le risque thromboembolique. Chez les patientes qui ont des cardiopathies, ce risque est majeur. Endocardite, pas beaucoup, bien heureusement. Voilà, c'est un peu ce qu'on craint chez nos patientes. Décès, troubles du rythme, insuffisance cardiaque, endocardite et accident thromboembolique. En dehors des décès brutaux, toutes les autres complications que vous évoquez peuvent éventuellement durer un certain temps, donc retentissement sur le fœtus. On craint sans doute aussi des complications fœtales. À ce niveau-là, qu'en est-il ? Alors, c'est vrai que nous, en tant que cardiologue, notre patiente, c'est la maman et je pense que notre priorité, c'est la mère. Mais on est aussi obligé de l'informer des risques éventuels pour le fœtus, qui sont de plusieurs types. Effectivement, comme vous le disiez, un retentissement de la cardiopathie sur le fœtus avec des retards de croissance intra-utérins, des fausses couches spontanées plus ou moins tardives, des prématurités. Mais
la chose sur laquelle aussi on insiste, parce que quand on a affaire à des patientes qui ont une cardiopathie congénitale et qui le vivent, le subissent et ont survécu avec, leur inquiétude c'est aussi de savoir si leur enfant va avoir une cardiopathie congénitale. Et là on ne peut pas totalement les rassurer. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des cardiopathies congénitales sont sporadiques. On est avec une cardiopathie congénitale et on a beaucoup de mal à expliquer aux parents pourquoi ça arrive. Mais on sait aussi que le fait d'avoir une maman qui a une cardiopathie congénitale augmente le risque d'avoir un enfant avec une cardiopathie congénitale. Pour vous donner des chiffres, on va dire qu'une mère qui a une cardiopathie congénitale a 5% de chance d'avoir un enfant qui a une cardiopathie congénitale. C'est moins vrai pour les papas. Quand le père est atteint d'une cardiopathie congénitale, on a à peu près 2 à 3% de risque d'avoir une cardiopathie congénitale chez l'enfant. Mais c'est un facteur de risque majeur. On sait que le diabète, l'obésité peuvent avoir des répercussions sur l'enfant, mais voilà, c'est avoir une cardiopathie congénitale chez la mère, c'est présenter un risque pour l'enfant. Du coup, nous, on propose systématiquement à 18-20 semaines une échographie cardiaque fœtale pour dépister justement ces malformations. Et les femmes sont assez demandeuses parce qu'elles ont très peur de redonner ce fardeau à leurs enfants. Je suppose qu'il y a comme partout des patientes un peu obsessionnelles et qui ne risquent rien, d'autres qui sont complètement laxistes et qui risquent beaucoup. Donc vous êtes amené à graduer bien sûr le risque de ces patientes individuellement. C'est le thème de ces journées, la prise en charge individuelle. Donc comment graduer individuellement ce risque, si ce n'est en étiquetant la cardiopathie ou peut-être d'autres critères, ou des catégories de cardiopathie à risque ou pas? Donc pour ça, effectivement, la première chose, c'est que pour chaque patiente, il faut évaluer son risque avant la conception. C'est dans le meilleur des cas, c'est comme ça. On fait une consultation préconceptionnelle où on prend en compte les antécédents de la patiente et la lésion, le type de cardiopathie congénitale qu'elle présente. On est aidé pour ça par les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui sont sorties en 2011. Mais finalement, on a assez peu de données sur les femmes enceintes, peu de données fiables. J'avais fait le calcul, dans les 120 recommandations de ces guidelines, il y en a 114 qui sont de classe C. Donc il y en a 6 qui sont B et A. Donc on a peu de données dures pour répondre. On est sur de l'observationnel en principe. Sur des avis d'experts, sur de l'expérience aussi. Et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça joue beaucoup. On arrive quand même à distinguer des lésions, des malformations qui sont plus à risque que d'autres. Et on utilise habituellement la classification de l'OMS. Les classes 1 sont à faible risque et les classes 4 sont à très haut risque. On va dire que les femmes qui ont une classe 1 de l'OMS, c'est des cardiopathies assez simples qui ont été bien réparées et qui ont un risque de morbimortalité très faible et qui nécessitent d'être vues 1 à 2 fois pendant la grossesse. La classe 2, c'est des cardiopathies un petit peu plus compliquées, des tétralogies de Fallot réparées, des sténoses pulmonaires qui ont un risque de morbimortalité faible, moins de 1%, et qui du coup seront vues au troisième mois, puis probablement au 6e, 7e, 8e mois. On adapte en fonction des patientes. Classe 3, on arrive dans des cardiopathie un petit peu plus compliquées, où on informe clairement les patients qu'il y a un risque qui va de 5 à 15% de morbimortalité. Et là, on exige 3e mois, 6e mois, 7e, 8e et 9e mois. Donc c'est un suivi très rapproché qu'on fait également en lien étroit avec les équipes d'obstétriques et d'anesthésistes, parce qu'on a 2 vies à prendre en jeu. Nous, on s'occupe de la maman, mais il faut aussi s'inquiéter du fœtus, évidemment. Et puis les classes 4, c'est les patientes à qui on contre-indique la grossesse. C'est par exemple les patientes qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire sur une cardiopathie ou un ventricule droit qui est sous la aorte, ce qu'on appelle un ventricule droit systémique qui est défaillant ou un ventricule unique qui est défaillant. On leur dit clairement qu'on ne les engage pas on leur donne notre sentiment que c'est contre-indiqué et on le dit parce que, par exemple, faire une grossesse alors qu'on a une hypertension artérielle pulmonaire, ce qu'on appelle un syndrome d'Eisenmenger, c'est 30% de mortalité pour la maman, donc c'est
un risque sur 3 qu'elle décède soit pendant la grossesse, soit dans le mois qui suit la grossesse. Et bien entendu, on parle de suivi cardiologique, y compris pour ceux qui sont au stade 1, qui ont besoin d'une ou deux visites, ils viennent voir le cardiologue, en plus des visites régulières de la grossesse, c'est ça ? Tout à fait. On insiste vraiment, et ça dépasse le cadre des femmes et le cadre des patientes enceintes. C'est que globalement tous les patients qui ont une cardiopathie congénitale dans l'enfance, guéris ou pas guéris, opérés ou non opérés, doivent avoir un suivi à vie, régulier, pas forcément fréquent, mais à vie et régulier. Ça peut être une fois tous les 5 ans, si la personne est capable de se souvenir que tous les 5 ans, il faut qu'elle aille voir son cardiologue. Et c'est un peu le challenge. Mais on sait, et malheureusement, on l'apprend au fur et à mesure parce que ces patients-là, on ne les avait pas dans notre patientèle avant, parce qu'ils ne survivaient pas. Mais on sait que même à distance, même une CIA fermée, qui va bien, peut à un moment décompenser ou présenter des troubles du rythme qui sont clairement liés à leur cardiopathie. Donc femme enceinte, il faut qu'elle soit vue même 1 ou 2 fois par son cardiologue si elle a une cardiopathie congénitale et même si tout va bien et même si elle est à faible risque. Donc ça c'est la théorie, effectivement le temps passe très vite, on s'aperçoit quand on regarde les dossiers patients qu'on n'a pas vu ce patient depuis, dans les faits ça fait 7 ans, ça fait pas 5. Donc ça tout le monde a l'expérience, et vous la première. Puisqu'on vient à la vraie vie, comment ça se passe ? Parce que les grossesses programmées, c'est bien, mais on sait très bien que dans certains cas, la programmation est un petit peu tardive. Il faut récupérer le coup après. Exactement, c'est-à-dire que parfois on essaye de plus en plus, et les cardiopédiatres aussi travaillent là-dessus désormais, d'informer les jeunes filles, de leur dire que voilà, quand il y aura un désir de grossesse, il ne faut pas le faire dans son coin, ça se programme, il faut nous prévenir. C'est sûr que ça rend la chose un petit peu moins romantique, mais on essaye de leur expliquer que c'est nécessaire. Et quand on leur explique, on essaye de tenir à peu près le même discours que celui que je viens de tenir, avec, il y a des cardiopathies à risque, moins à risque, 1 sur 1%, 25%, 30%. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas bien sûr de ce que comprennent les gens des probabilités. Parce que si on fait, il y a une étude très intéressante qui montre qu'on a demandé à des femmes entre 1 sur 100, 1 sur 1000 et 1 sur 10 000 d'avoir une maladie, lequel est le plus risqué d'avoir la maladie. Il y a un quart des patients qui se trompent, qui ne savent pas si c'est plus grave 1 pour 1000 ou 1%. Donc probablement qu'on donne des informations mais qu'elles ne sont pas adaptées. Et puis on se retrouve surtout face à des femmes, on leur expose le risque, mais finalement, quand vous voulez vraiment quelque chose, vous n'imaginez pas que cette chose puisse vous rendre malade. Les fumeurs, vous leur dites qu'ils ont 1 chance sur 2 d'avoir une maladie liée au tabac, et vous diront probablement pas moi, mais par contre vous leur dites vous avez 1 chance sur 80 millions de gagner au loto, ils sont persuadés que c'est eux qui vont gagner. C'est à peu près pareil avec les femmes enceintes, c'est qu'elles sont persuadées que les risques c'est pour les autres et que pour elles ça va aller, donc c'est vraiment à nous d'essayer de leur faire comprendre. Et puis après, quand la grossesse est là, on fait avec et on essaye de les suivre au mieux, au plus près, pour qu'elles aillent le mieux possible et que le fœtus aussi puisse naître dans les meilleures conditions. Sans compter qu'après, on se retrouve avec une patiente qui a une cardiopathie congénitale et un enfant, et que c'est vraiment une surcharge de travail pour nos patientes qui sont parfois très limites et très essoufflées, même dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je ne vais pas ironiser sur le sexe féminin, sur le comportement des femmes et la grossesse, puisque j'ai la chance d'avoir une cardiologue. J'en ai pas eu tant au cours de ces journées, donc je n'insiste pas. Par contre, j'aimerais bien qu'on insiste un peu sur le côté un peu rebelle, dans tout le cadre de toutes les maladies d'ailleurs, des adolescentes. Quels sont les problèmes spécifiques qui peuvent se poser dans ce contexte-là, à cette période particulièrement difficile ? Alors, c'est vrai que ce travail en amont, de discuter des risques éventuels d'une grossesse, il se fait vraiment en amont. Il se fait dès la prise en charge par les pédiatres, qui ont assez peu l'habitude de gérer ce genre de problématiques. Effectivement, à l'adolescence, qui est une période charnière, d'une part pour le suivi, parce que à cet âge-là, on peut se rebeller, comme vous dites, et décider d'arrêter son suivi. Donc il y a un vrai risque pour la patiente et sa cardiopathie. Et puis aussi, c'est le moment où il faut discuter et évoquer la contraception et la grossesse. Et si on n'en parle pas à ce moment-là, on peut s'exposer à des catastrophes par la suite. Donc l'adolescence,
pour toutes les maladies chroniques de l'enfant qui arrive à l'âge adulte, c'est une période charnière. Pour nous, c'est charnière parce que c'est le moment idéal pour discuter de contraception. Et si on ne le fait pas à ce moment-là, on a raté le coche. Donc c'est important. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.